va passer à notre dernière news. Sur la partie, on va rester bien évidemment sur le thème de l'IA. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle AutoGen. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. Oui. Oui, on en a entendu parler. Je suis fortement lié, moi. On en a discuté aussi ensemble, bien évidemment. Donc, AutoGen, je vais essayer de vous expliquer simplement. Alors, il y a AutoGen et surtout, pourquoi on en parle cette semaine, c'est qu'il y a l'arrivée de quelque chose qui s'appelle AutoGen Studio. AutoGen, c'est quelque chose, donc c'est un framework open source important. Ça a été publié par Microsoft Research, en septembre dernier. Et ça avait beaucoup fait parler de lui parce que le principe est de pouvoir orchestrer des LLM qui communiquent entre eux. Okay. Globalement, qui vont pouvoir mener une série d'actions entre eux. Donc aujourd'hui, on sait qu'un LLM permet d'appeler un SI, une database, lancer un workflow, etc. Par contre, là, le principe de l'AutoGen montre comment je peux avoir globalement deux bots, pour résumer, qui vont se parler avec des rôles différents pour faire une série d'actions. Je donne un exemple qui a souvent été cité. Donc, ça avait beaucoup fait parler de lui. Je crois qu'on est à plus de 800 000 téléchargements sur GitHub, sur le modèle open source. Okay. On a à peu près 300 personnes activement qui publient dessus. Donc, ce qui est devenu un sujet d'intérêt pour Microsoft de continuer à investir dessus. L'idée, c'est quoi? Je donne un exemple. Vous faites une image avec DALL-E 3. Okay. Fais-moi une petite case de BD avec un personnage sympa, détective. Si vous voulez vraiment faire la BD dans la durée, on a un problème avec l'IA-Gen, c'est la persistance la continuité. dans le temps. Ouais. Donc je ne vais pas pouvoir reprendre la même tête et la rejouer. En tout cas, nativement, ce n'est pas le mécanisme des LLM de garder le personnage et de pouvoir faire ça. C'est un usage unique, quoi. C'est un usage unique. Donc si tu veux construire ta BD sur plusieurs cases, avec le même perso et que ça a l'air un peu réel, tu vas avoir une problématique. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que certains ont déjà fait? C'est que par contre, tu peux très bien avoir un LLM qui va contrôler le résultat de ton premier, donc qui va générer lui tes petits détectives, et vérifier qu'il se rapproche le plus possible de ta première image. Donc parmi plein de générations faites, du coup, il va choisir à chaque fois celle qui correspond le plus. Ça ne sera pas exactement le même, mais le plus proche de ta première génération. Et du coup, avec ce mécanisme de contrôle, donc deux rôles différents, celui qui génère l'image de BD et celui qui contrôle la qualité de l'image en rapport à ta première génération. Un artiste. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a certains qui arrivent à générer des BD entières avec un perso que tu reconnais de case en case, toujours de légères différences, mais qui devient de plus en plus maintenu et un résultat exploitable. Ça, c'est un exemple simple pour visualiser comment ça fait, mais tu peux l'imaginer sur d'autres choses. Tu peux l'imaginer vraiment avec par exemple, je ne sais pas, tu aurais un bot pour faire de la migration de code, tu vois. Le premier fait de la migration de code d'un vieux système vers un nouveau. Le deuxième pourrait avoir le rôle de contrôler le code pour voir s'il est à jour ou s'il n'y a pas de faille de sécurité. Et finalement, ta migration, elle n'est pas faite juste par un qui migre d'un coup, mais avec une série de contrôles ou qui viendrait vérifier que toutes les fonctions existent bien. Parce qu'on sait que le LLM a le biais de des fois pouvoir se tromper. Il vérifierait que ça n'a pas fait une traduction un peu bête et méchante et des fois aléatoire d'une ligne de code. Même un petit peu d'hallucination. Un peu d'hallucination, justement. Et on pourrait avoir un bot qui contrôle qu'il n'y a pas d'hallucination parce qu'il prend en référence des index reconnus de toutes les fonctions de tel ou tel code. Donc, on arrive sur ce qu'on appelle le multi-agent. Donc, AutoGen permet de faire ça. C'est assez puissant parce que les potentialités, le potentiel est infini en fait. Énorme et infini. Exactement. Tu pourrais une chaîne maintenant alors qu'avant c'était un appel. Tu utilises un bot pour aller, je sais pas, demain booker tes vacances. Tu pourrais très bien le mettre en relation avec, ou avoir un système qui le met en relation avec le bot qui gère tes finances et qui sait à un moment, toi, tu es capable d'avoir quoi comme disponibilité dans ton compte le mois prochain pour tes vacances et de lui répondre en disant non, ce voyage-là, il va être un peu compliqué, donc lui pousse pas et d'avoir un peu ce petit système très verticalisé avec des bots spécialisés, mais qui sont construits dans un workflow pour bosser ensemble. Jusqu'à maintenant, je vais au bout de la news et on ouvrira le débat. Jusqu'à maintenant, donc c'était relativement technique pour le faire. C'est basé sur du Python, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Microsoft introduit, en open source toujours pour l'instant, un studio qui s'appelle l'AutoGen Studio, qui apporte une vision low-code, donc qui, d'après Microsoft, 3 objectifs, va permettre de réduire la barrière à l'entrée dans la création d'applications dites multi-agents, faciliter le prototypage et les tests rapides, et cultiver la communauté parce qu'ils vont introduire une notion de marketplace où en gros tu vas pouvoir publier tes meilleurs workflows, tes meilleurs agents. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est que j'arrive dans un studio, je retrouve une espèce de bibliothèque de mes agents que j'ai créés et je vais dire façon low code pure, vraiment c'est ça. Et d'ailleurs Microsoft dans l'expérience a introduit du drag and drop
On voit un peu à l'écran voilà, à quoi va ressembler le studio. C'est très visuel, on est dans le monde du workflow, du processus. Et globalement, je vais pouvoir dire premier agent, interagir avec deuxième agent et faire ma suite, avoir toute ma bibliothèque, avoir des systèmes de tests rapides pour vérifier que le scénario s'imbrique bien. Et du coup, nous amène à penser qu'on sera amené à faire de plus en plus d'applications. Donc, c'est pas un petit sujet. Dans le monde du LLM, c'est vraiment... On avait déjà évoqué les orchestrateurs qui permettent au LLM de lancer des actions, donc LangChain, Semantic Framework. C'est dans cette logique-là, ça continue un peu dans le plus de compétences. Et là, c'est l'interaction multibot. Oui, au lieu de travailler avec un ouvrier, tu peux travailler avec une équipe d'ouvriers. Exactement. Mais chacun spécialisé. Et chacun spécialisé. T'as ton maçon, ton électricien, et qui se remettent en question. Alors, dans l'intelligence artificielle, c'est un concept qui existe depuis longtemps. C'est-à-dire que, notamment pour entraîner à l'échelle des IA, on a souvent eu le côté les IA un peu imposteurs, ou en gros qui vont essayer de voir si l'autre ment et essayer en tout cas d'interroger et de rectifier cette communication-là. J'ai plus le système en tête, mais a déjà permis l'amélioration des performances des modèles. Maintenant, sauf qu'on le récupère aujourd'hui côté low-code applicatif. Alors, le débat que j'avais avec Romain est intéressant, c'est que c'est open source pour l'instant. AutoGen Studio a l'air de l'être. C'est une logique qu'on aurait pu et qui arrivera certainement dans le Copilot Studio. Déclaratif Copilot, c'est ça, mais à une autre échelle. À une autre échelle. C'est quoi la différence que tu vois d'ailleurs alors aujourd'hui, comme tu dis, c'est un sujet de recherche open source. Ouais. Copilot Studio, on est sur ChatGPT 4o avec, encore partout, c'est en train d'arriver, et on est à l'échelle de l'entreprise dans un tenant limité, dans un modèle limité, avec en plus des personnalisations limitées. Oui. Mais parce qu'on est à l'échelle du pro. Là, en fait, se fait quelque chose de beaucoup plus puissant avec AutoGen, mais l'IHM, c'est celle de n'importe quelle plateforme low-code. On est d'accord. Et on est sur le discours du « je personnalise à la situation, à un contexte, etc. » Donc, on est très proche, et moi, je suis très, très curieux, pour ça qu'on va travailler beaucoup, nos équipes ensemble, dans les semaines à venir, de qu'est-ce qu'on conseille à un client, qu'est-ce qu'on utilise dans quelle situation, parce qu'on est sur des scénarios qui se rapprochent beaucoup, en fait, en vrai. Oui, alors tout ça, il y a plusieurs concepts. Il y a le métabot, un peu, donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce bot qui encapsule les autres. Là, on est sur la notion de multi-agent, le fait d'avoir des intelligences spécialisées qui communiquent pour construire, en gros, un output global d'un point de vue expérience client. Donc, on sait que tout ça, ça va arriver dans le monde low-code. Là, c'est lancé côté recherche parce qu'ils ont encore pas mal d'enjeux à couvrir, notamment sur des sujets d'éthique, etc. Ils ont annoncé qu'ils allaient garantir dans la même lignée que tous leurs produits que ce serait sécurisé, pas de dérive possible. En fait, la peur qu'a tout le monde sur un sujet comme ça, c'est le bot qui part tout seul en live. Ouais. Et qui... Il nous reste 1 an avant que Skynet vienne au monde. Donc, on y est. Question un peu bête, Kevin. Là, cette recherche qu'ils ont poussée du coup en mode open source, ils l'ont pensé en tête pour genre grand public, ou est-ce que c'est pensé plus pour le monde de l'entreprise et du coup ça va se professionnaliser ce truc-là? Alors c'est un peu des deux, je dirais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont ouvert le premier modèle, ils ont vu déjà que, et je vous encourage à aller vous documenter dessus, mais il y a eu beaucoup de retours d'expérience sur des idées qu'ont eu les personnes tout de suite en se disant donc ça pourrait permettre de faire ça dans la finance, dans tel use case, etc. Ça leur a montré qu'il y avait du coup un vrai sujet. Et du coup, le fait de proposer un studio low-code ouvre encore plus en termes de compétences la capacité de tout à chacun de pouvoir le déployer, dont les entreprises et toi en perso. C'est-à-dire que tu pourrais très bien, et c'est un peu ce qui est décrit dans l'article de Microsoft Research, il te donne l'exemple, toi tu pourrais te construire ton agent pour gérer tes finances perso. Entre tes projections d'achat, ton comportement, je ne sais pas quoi, si tu es un peu débrouillard, demain, tu peux imaginer de te faire tes multi-agents pour des situations personnelles. Tu disais plusieurs LLM, donc tu peux aussi choisir le LLM que tu veux derrière, j'imagine. Tu n'es pas obligé de prendre du... Alors, c'est une bonne question, j'imagine que oui. Tu as de la souplesse, mais en fait... J'imagine que oui, mais je n'ai pas creusé cette partie-là. Ils ont montré, pour revenir au monde pro, parce que là, tu as donné des exemples de choisir des agents, et en fait, quand ils ont sorti le studio, et c'est là où moi j'ai tiqué plus profondément, ils ont montré les scénarios très proches de ce qu'on a. Juste un message à Antoine. On a l'écran qui va s'éteindre pour info. J'étais en train de lui écrire. Ils ont donné l'exemple assez amusant pour la vie d'un salarié, c'est-à-dire tu vas avoir le chatbot qui s'occupe de tes frais, tu vas avoir l'autre qui s'occupe de ton planning, celui qui s'occupe des data auxquelles tu as accès, celui qui s'occupe de tes clients, et tu dois organiser un voyage, conférence, rendez-vous avec des clients. Et en fait,
AutoGen, il montrait un exemple avec des process, des workflows, des demandes d'approbation, de la compta. Et en fait, c'est pour ça que moi je dis, tiens, on est très proche des scénarios que Microsoft raconte avec Copilot 365 et Copilot Studio, parce que finalement, là, je suis dans un scénario que moi, j'ai déjà vu en build, en Ignite ou au quotidien, et là, on est en train d'en parler dans AutoGen. Donc en fait, ils ont déjà pensé à faire ça avec AutoGen, et du coup, je suis très curieux des applications et des limites de chacun, et surtout des forces et des faiblesses qu'il va y avoir. Ça ressemble un peu, il y a quelques mois, Nvidia, dans sa conférence, avait présenter une vision comme ça, ils appellent ça eux des NIM, où en fait tu fais des petits morceaux en fait de programme où tu choisis ton LLM que tu veux et tu le spécialises pour ce que tu as dit en fait. Tu as un contrôleur qualité, tu as un espèce de créateur. Mais encore une fois, c'est créer des petits assistants. Alors encore une fois, c'est plus que ça quand même. C'est la spécialisation, on savait la faire. C'est le fait qu'ils collaborent entre eux. Oui, mais je te parle vraiment, Nvidia, c'était ça aussi. C'est pas juste la spécialisation, c'est la collaboration. C'est ça. Je vais terminer sur ce sujet. En tout cas, c'est un gros sujet. On en reparlera certainement. C'est encore en mode recherche parce que je pense que Microsoft prend des pincettes là-dessus. Mais par contre, ça ouvre un champ des possibles qui est juste incroyable et ça va faciliter l'accès à ce type de techno. Je vais finir avec une dernière petite annonce. Alors, on a ouvert sur la thématique de la météo. On va la fermer sur la thématique de la météo. J'ai cru que tu allais demander propriétaire de la Xantia en bas doit la bouger. Toujours chez Microsoft Research, c'est l'annonce d'un nouveau modèle Fondation. Donc, on rappelle, Fondation, c'est modèle entraîné sur un grand volume de données, mais de manière non supervisée, donc non catégorisée. On lui a donné en vrac, on l'a entraîné, on a regardé ce que ça donnait. C'est du GPT, c'est du DALL-E, c'est du Florence sur la vision. Et là, le nouveau modèle s'appelle Aurora, et c'est un modèle fondation 3D flexible de l'atmosphère. Alors, je vous passe tous les termes qui expliquent son fonctionnement. Dis-moi que c'est un truc de météo trop bien. C'est un truc de météo trop bien. Si je dois le résumer, c'est à peu près ça. C'est qu'on l'a entraîné sur des millions d'heures de simulation météorologique et climatique. Et ce qui permet que c'est peut-être un des modèles les plus aboutis que l'on aurait sur la compréhension de le fonctionnement de l'atmosphère. Et du coup, dans sa capacité à prédire ce qui va arriver en fonction d'un paramètre qui change. Météo France, quoi. Donc, c'est a priori, il est extrêmement polyvalent. Il va pouvoir notamment aller sur tous les sujets, donc niveau de pollution, vitesse du vent, température, pression atmosphérique, gaz à effet de serre. Pluie, c'est suffisant. On parle d'un modèle 3D dans le sens où on est vraiment multiparamètres et il visualise l'ensemble. Alors, c'est 3D ou multidimensionnel en tout cas. L'ensemble des paramètres fonctionnant ensemble. Et du coup, on aurait peut-être, quelque chose d'assez impactant dans notre compréhension du fonctionnement global monde, en fait, de notre atmosphère. Benjamin, tu auras la mission, si tu adores ça, d'aller te renseigner dessus. Oui, parce que moi, je suis en scooter toute la journée, alors vous dites que ça me renseigne, ça m'intéresse plus. Et c'était juste pour vous montrer aussi, quand même, c'est que c'est important des fois d'en revenir au modèle fondation. C'est qu'on est très focalisé sur un des modèles fondation, notamment GPT avec les Transformers, qui est lié au domaine du texte et de la compréhension du texte, génération de texte. Par contre, il y en a d'autres qui existent, Florence, chez Microsoft, notamment sur la compréhension de la vidéo et de ce qui se passe sur les vidéos. Et du coup, la compréhension de l'atmosphère, on voit qu'on peut le décliner sur beaucoup d'enjeux comme ça, avoir des modèles fondation à terme spécialisés, entraînés avec des milliards de données, peut être quelque chose d'assez... Clairement. Surtout à l'heure aujourd'hui des tempêtes, des bouleversements climatiques, avoir un modèle comme ça peut faire sens. Donc ça s'appelle Aurora, si vous voulez vous renseigner. Sur Microsoft Research, ça a été annoncé aussi, je crois, cette semaine ou la semaine dernière. Comme ça.